Salut à tous les internautateurs, salut à tous les internautatrices. Bienvenue donc sur le Canap Week de Trick Track. On est en direct, vous l'entendez normalement au volume sonore, c'est encore le matin. Vous l'entendez également à la voix, nous sommes dimanche, on commence à perdre un petit peu des cordes vocales. Et puis, on a la chance, ça s'est presque fait par hasard et c'est comme ça que parfois les rencontres se font de la meilleure façon possible. On a la chance d'avoir deux personnalités de Panda Games. Alors Panda Games, pour certains d'entre vous, ça doit parler puisque ça fait partie de ces grands, alors je ne sais plus comment on dit en français, manufacturiers, producteurs, fabricants, voilà, de jeux de plateau. Alors j'allais dire de jeux de plateau, mais pas que, en fait de tout un tas d'éléments. En l'occurrence, je vais vous les présenter. Il s'agit de Karl et Fabien. Bonjour Guillaume. Pleased to meet you. I will tell that in English too because Fabien is an English speaker. Yeah. And only, not French. Yeah. Okay. And German. Oh my God. D'Allemagne parce qu'il vient d'Allemagne. Donc, Okay. Très centré sur les jeux de société. I hope Guido wouldn't come because he wants to do the interview one more time in German. So, oui, on va espérer que Guido ne soit pas dans les coins, mais heureusement, normalement, il a dû repartir un petit peu plus tôt que le reste de la Trick Track Team. Panda Game, donc on le disait, fabrique énormément de choses dans le domaine du jeu de société. Et d'ailleurs peut-être même pas que. Je vais laisser Karl et Fabien. En l'occurrence, pour l'instant, on va laisser la parole à Fabien pas à Karl, pardon, pour présenter Panda Game de façon un petit peu globale. Où est-ce que vous êtes? Quelle est votre activité? Voilà, grosso modo, qui est Panda Game? En fait, Panda Game, c'est un manufacturier, un fabricant de jeux de société qui existe depuis près de 10 ans maintenant. Et on est vraiment focusé, spécialisé pour le jeu de plateau, jeu de cartes, miniatures, tout ça. Donc, c'est vraiment côté ludique. Oui, on fait des imprimés, mais initialement, c'était plus vers le livre. Mais vraiment, depuis les dernières années, c'est focus intégral sur les jeux de plateau. Donc, on est deux équipes. Une équipe qu'on appelle l'équipe Ouest, donc basée Canada, États-Unis, un petit peu partout. Il y a Fabien qui est en Europe, en Allemagne. Donc, on est vraiment très proche pour aider les éditeurs, les Kickstarter à développer leurs projets, des soumissions de prix et tout ça. Et un des prérequis, il faut être un gamer. Parce que c'est bien de connaître le produit, de savoir c'est quoi les impacts, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'on peut amener comme modification qui pourrait vraiment apporter un plus ou des fois sauver, parce qu'il y a toujours des questions de coût, tout ça, pour vraiment rentrer et avoir un très bon produit final. Donc ça, pour nous, c'est extrêmement important. Et il y a la deuxième section, et Panda Asie, qui est notre autre équipe, qui est à Shenzhen, en Chine. Donc, la place où est produit les jeux et tout l'assemblage et tout ça part de la Chine. Donc, c'est vraiment deux équipes qu'on travaille énormément en synergie. Les propriétaires, c'est des Canadiens d'origine chinoise, donc ils comprennent très bien les deux cultures, côté barrière de langue et tout ça, tous les clichés standards, du fait de leurs origines, du fait parce qu'ils connaissent, ils voyagent énormément et tout ça, ça facilite grandement les choses et les communications sont extrêmement faciles à ce niveau-là. Du coup, Panda Games a été fondé en quelle année? Existe depuis combien de temps? Ça fait 9 ans. Si je me trompe, ça fait 9 ans vraiment que le premier jeu a débuté. Et c'était vraiment, au début, c'est un service presque de consultation. Ça a été pour un jeu, vous voulez aider quelqu'un et tout ça. Bon, ça fonctionnait. Il y a quelqu'un d'autre qui a appris comment que ça fonctionnait. Donc, de fil en aiguille, c'était pas quelque chose de prévu au départ. Ça a vraiment été pour rendre service parce que, justement, c'était un gamer. Puis, tranquillement, il s'est intéressé. Il y a eu des contacts. Donc, ça a vraiment développé. Donc, ça a été beaucoup de l'apprentissage terrain au départ. Et là, c'est vraiment rendu quelque chose de beaucoup plus rodé, beaucoup plus professionnel, des nouvelles techniques pour rentabiliser les trucs, améliorer la vitesse de production et tout ça. Donc, il y a eu un bel apprentissage. Du coup, deux petites questions. Je vais essayer de faire ça dans l'ordre. La première, c'est que ça se fait presque par hasard, entre guillemets, une rencontre. C'est des gamers, du coup, ils proposent d'aider, et hop, ils mettent le doigt dans l'engrenage. Ça les amène jusque-là. Au final, quand même, Panda Game ne fait effectivement pas que des figurines, vous l'avez entendu. Il y a tout ce qui concerne la fabrication, les process de fabrication du jeu de société. Mais il n'empêche qu'il y a un moment,
quand on rentre là-dedans, il faut des machines, il faut des usines, il faut de la main-d'œuvre. Donc il y a quand même. On ne peut pas faire ça complètement de façon juste sur le coude, en artisan. Donc il a quand même fallu avoir, ou en tout cas assez rapidement, c'est comme ça que je l'imagine, un investissement en machines, en usines. Ben, en fait, dans la vie, ça fonctionne beaucoup par des contacts. Donc, par des contacts, à un moment donné, il a été mis en contact avec un imprimeur de livres. Donc, il y avait déjà des installations d'imprimerie et tout ça. Et, un peu comme un sous-traitant. Exactement. Et à ce moment-là, il y a comme eu un style de partnership que il dit oui, je vais faire tous mes jeux exclusifs avec vous. Et en échange, oui, j'ai les machines et tout ça. Et je vais avoir quelqu'un de dédié à 100% pour se spécialiser justement dans ce niveau-là. Parce que les livres et les jeux de société, c'est de l'impression. Par contre, c'est pas nécessairement les mêmes matériaux. Il y a du carton plus ou moins épais, des trucs comme ça. Donc, les machineries étaient là, ça a été des contacts et tout ça, un espace dans l'imprimerie, une personne clé sur place pour vraiment superviser un nouveau département, si on veut. Et après ça, ça a vraiment grossi. Et plus que ça allait, plus que le pourcentage qui était de jeux produits par l'imprimeur devenait important, jusqu'à devenir notre propre manufacture. Votre propre usine. Oui. Et j'imagine, nouveau step, nouveau pas supplémentaire quand il va s'agir de ne plus travailler seulement avec les cartes, le plateau, les boîtes, mais ni les jetons d'ailleurs. Et tout d'un coup, on passe également aux figurines. Donc là, on parle, c'est Fabien qui me disait qu'il y avait différents plastiques, différentes injections, différentes façons de faire le moule. Donc là, c'est pareil, on est à un step supplémentaire, entre guillemets. Exactement. Bien, surtout dans les dernières années, les 2-3 dernières années, les miniatures prennent beaucoup plus de place dans les jeux de société, dans les Kickstarter, des trucs comme ça. Donc, une des façons qu'on a de grandir relativement rapidement, c'est on engage des personnes clés. Là, on a engagé un spécialiste pour le plastique qui a travaillé pendant une dizaine d'années dans les grosses industries, plastique, jouets et tout ça, pour amener une nouvelle expertise, pour justement être en mesure d'apporter cette expertise-là aux jeux de plateau. Donc, pour voir, OK, si c'est vraiment un petit morceau, il faut que ce soit un plastique plus souple pour éviter que ça brise, des trucs comme ça. Même chose pour pour être en mesure de peinturer, tout ça. Donc, tout le processus demande énormément de temps de développement de tests et c'est un processus qu'on fait avec l'éditeur ou avec la personne qui a le Kickstarter. Donc, ça, tout nouveau produit demande beaucoup de temps de recherche et c'est pour ça qu'on veut établir des relations long terme pour faciliter justement ce processus-là. À un moment donné, on se comprend, ça va beaucoup mieux et c'est comme ça qu'on est capable d'intégrer des nouveaux matériaux dans les jeux de plateau. Okay. At the beginning of the interview, and I switch in English because we think it could be possible to give information at the same time in English and in French. So for English players, sorry, we start just in French. Okay, we could have a lot of information of his story about Panda Game history on their website and so forth. I will ask the next question in English. So Fabien, sorry for my poor English speaking. I try to do my best. Carl explain us, je vais le dire en français quand même un petit peu après, hein, histoire que Carl just explained that we work with huge partnership with publisher, editors in board game and so forth. That means you are like consultants, we can say that. That means I can propose you my board game project and then you can give me advices and so forth to make it better. That's the way you work, or if there is another way, that means maybe a publisher could give you, I want this board game, I want this pawn, I want this mini, please give me the price, and that's it. You can do both of them. Yeah, so it completely depends on the client. Some people will want a lot of advice, so they will ask us for component advice. We are always happy to hear about the gameplay, but of course we don't have any creative input. We're just the manufacturer. So some clients will have a specific list of details of all the specifications that they want in the game, and they will not want any input. So the Kickstarter market is very different from the large publishers. So we actually have two different teams that work with two different types of clients.
I will let Carl answer the question. La question était de savoir, puisque Carl nous expliquait que il voulait un partenariat important avec et même sur le long terme éventuellement. Du coup, on pourrait se dire, mais c'est un petit peu comme, entre guillemets, une proposition de développement, de consulting. Donc, est-ce qu'il est possible de travailler avec Panda Games en me disant, ben voilà, mon projet, il est un tel pour le jeu, comment est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui vaut mieux, voilà. Ou est-ce qu'il est possible aussi d'arriver en disant, ben voilà, mon jeu, il sera comme ci, comme ça, et je laisse Carl traduire la réponse de Fabien. Oui. En fait, on veut vraiment offrir un service clé en main. Donc, si vous êtes quelqu'un d'extrêmement habitué ou un projet beaucoup plus simple, c'est des cartes ou il n'y a pas vraiment de trucs qui a besoin d'une expertise très poussée, ça peut arriver qu'on reçoit uniquement, moi je veux telle quantité, ça c'est les matériaux, j'en ai besoin pour telle date, est-ce que c'est faisable? Et à ce moment-là, c'est très très simple. Par contre, souvent dans des plus petits éditeurs ou des projets de Kickstarter ou des très, très gros projets, beaucoup plus complexes. À ce moment-là, oui, on offre un service consultant, si on veut, pour vraiment dire oui, ça c'est faisable. Par contre, il faudrait modifier un petit peu de telle façon ou souvent on a un prix en tête. Exemple, ce jeu-là, il faut qu'il se vende à 40 €. Présentement, j'arrive à 42 €. Qu'est-ce que je peux faire pour réduire sans nuire à la qualité du jeu? Des fois, c'est des détails. Exemple, la qualité de la carte. Si c'est uniquement des cartes qui se retrouvent sur la table pratiquement pour la durée du jeu, c'est pas le même type de carte qu'un jeu de levée. Donc, des fois, juste en grattant quelques sous à des places que ça n'a aucun impact, à ce moment-là, oui, on va le conseiller et c'est très facile. Par contre, on n'est pas dans le processus de création. Donc, c'est vraiment au niveau des recommandations, des matériaux et tout ça. On a vraiment des spécialistes, dépendamment si c'est des dés, des miniatures, des imprimés, tout ça. Oui. Donc c'est un accompagnement, mais avec effectivement l'aspect consulting, au sens où vous pouvez être force de proposition sur l'accompagnement du projet. Il y a eu quelques petites questions. C'est vrai qu'on ne l'a pas encore dit. Malgré tout, Panda Games travaille avec énormément. Vous avez déjà un portefeuille, un carnet d'adresses clients très important. Pour les chatteurs, Monsieur En Passant dit, il me semble que vous travaillez par exemple avec Hobby World. Oui, Hobby World. Il y en a encore. Lotapelite, on a fait Eclipse, Pandémie, oui, Play That Game avec Dead of Winter, Mice and Mystics. Donc c'est vraiment les Space Cowboys en France. Je ne crois pas qu'on a encore fait de projet avec les Space Cowboys. Par contre, on a différents projets avec également des éditeurs francophones et tout ça là, qui en processus. Il y avait une autre petite question et je pense qu'on va passer maintenant que la présentation est faite, maintenant qu'on connaît nos invités un petit peu mieux, on va rentrer un petit peu dans les détails. Les Kickstarter ont explosé. J'imagine que ça s'est traduit très vite chez vous par une demande exponentielle croissante de production et en l'occurrence de production de figurines. Une des questions était de dire mais le boom du crowdfunding, le boom des Kickstarter, ça doit être effectivement génial pour le développement d'une boîte comme ça. Effectivement. En fait, ça a eu un impact relativement majeur pour Panda Games, puisque Panda Games a été créé un peu avant les Kickstarter. Donc, on a eu une croissance qui a été reliée, entre autres, à ça, parce qu'une partie, effectivement, de notre catalogue de projets on a fait beaucoup de projets pour les Kickstarter et vu qu'on a fait un projet en même temps de consultation pour rendre ça le plus facile possible, parce que souvent on a une idée, mais comment la concrétiser, ça coûte combien, j'ai pas de contact, il y a des trucs comme ça, est-ce que j'ai besoin de... je suis pas capable de sculpter des trucs pour faire des moules et tout ça, donc on est capable de vraiment supporter tout au long du processus. Et c'est pour ça justement qu'on a dédié une équipe spéciale pour les Kickstarter pour faciliter ça parce que la demande est là et les besoins sont très différents. I will ask, I switch one more time in English, I will ask a question, Fabien. If it's not too curious, and you can say, yes, it's too curious. Shut up your mouth, Guillaume. It's okay. So, what is the proportion? What is the? I can say yes. It's 50% KS project for Panda Games. It's 70% and 30% for board games. I think. What is the proportion between
you A work with Kickstarter. Kickstarter and you work with classical edition. The kinds of requests we get for quotes are definitely very high from potential Kickstarter clients, but actual Kickstarter projects that we work with, I would say maybe it's close to 50-50 actually. Yeah. Ah oui. Donc, Karl, je te laisse quand même le répondre du coup, Oui. en français. Oui, en fait, on a énormément plus de demandes de Kickstarter. Par contre, en projet réalisable ou qu'on voit à terme, ça représente plutôt un 50% Kickstarter, 50% Éditeur classique. Exactement. Okay. And so let's go one step ahead. Before, yeah. That means if there is that much project with Kickstarter and classical edition, could it be possible for a classical edition project in board game to be disturbed by KS project? That means for some players there is a problem with manufacturing. That means, oh, there is so much project that if I start now my project, my demand with minis, for example, you will say, oh, we need 6 months delay because there is too much file on the desk or they are waiting for. If it is really a reality, I will translate the question. So, en fait, j'ai l'impression, vous me corrigerez sur le chat et vous qui nous écoutez, que on a un petit peu en France le sentiment qu'il y a tellement de projets qu'au final ça finit par faire un embouteillage et que du coup les délais sont forts et que parfois même les délais du Kickstarter imposent des délais sur des éditions classiques de jeux de société. Et au final, est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est vraiment ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème de production ou pas? At Panda, there's no capacity issue, so there's no queue. All delays that happen with, or the majority of delays that happen with plastic miniatures are usually before we even start production. So especially for clients who are less experienced with submitting files or submitting physical sculpts, it's hard to actually know what to adjust with the sculptures to make them feasible for mass production. So there's a lot of work that our technicians put in to make sure that the miniatures can be produced at the scale that we're trying to produce them. So it's very different from 3D printing a miniature to using injection molding techniques. Oui. En fait, c'est présentement pour nous à Panda Game, on n'a vraiment pas de problème de production. Soit qu'on améliore notre usine, soit qu'on engage plus de personnes pour justement plus de consultations, tout ça pour éviter ça, parce que le marché, spécialement des miniatures, est en demande forte. Après, c'est aux fabricants à s'ajuster, aux éditeurs et tout ça, pour dire que oui, il y a plus de demandes, il y a plus de projets, il ne faut pas ralentir non plus justement la cadence. Donc, c'est vraiment en engageant des bonnes personnes, en investissant dans les usines, en investissant, en engager plus de personnel pour suffire à la demande. Donc, nous, présentement, on n'est vraiment pas à capacité pour justement garder le flow, donner un bon service et tout ça, c'est primordial. Donc, en gros, pour l'instant, si j'arrive en demandant, si j'ai de l'expérience, mettons, oui, je suis un éditeur, j'ai de l'expérience, je demande à Panda Game en disant j'ai un projet, même avec des figurines, oui, mais avec mon expérience, mes fichiers sont bien créés ou l'idée, ça demandera peut-être un petit peu un aller-retour ou deux, oui, de mail en disant oui, là, il faudra peut-être un petit peu changer la sculpture, etc. Mais grosso modo, on ne va pas me répondre, ah ben il va falloir attendre au moins 6 mois, mon bon monsieur, parce qu'on a trop de travail. Pour l'instant, tout va bien, entre guillemets, par rapport à ça. Exactement. En fait, les délais de réponse sont extrêmement rapides, les délais de service sont extrêmement rapides. Ce qu'il faut comprendre, c'est lorsqu'on crée un jeu, qu'on le fabrique et tout ça, il y a différentes étapes et dépendamment du matériau, les temps sont très différents. Entre faire un imprimé de cartes, c'est beaucoup plus rapide. Des dés, c'est un peu plus long. On a une idée de délai. Une carte, ça va être quoi? Une semaine? 3 jours? Par exemple, 2 semaines. Dépendamment du nombre de cartes. S'il y a 500 cartes, il faut faire 20 000 unités. Ou si c'est un jeu à 52 cartes, exactement, et on en fait 300. À 2000, exactement. D'accord. Donc ça a un gros impact. Ensuite, les dés, le bois, surtout si c'est des bois coupés laser au lieu des meeples traditionnels ou des trucs comme ça. Après ça, si on arrive dans les figurines, ben, il y a beaucoup plus à faire. Il y a des moules, il y a des approbations beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de modifications à faire
parce qu'il y a beaucoup plus de contraintes et le temps pour produire un plastique est beaucoup plus long que pour produire un livret de règles ou des cartes. Donc, tout ça est finalement beaucoup plus complexe qu'on ne le croit, et si jamais on n'a pas d'expérience, ça risque d'expliquer le délai, particulièrement dans les projets Kickstarter, puisque on arrive en disant voilà, je vais vouloir ça, je vais en avoir besoin, et puis dans 6 mois, mais dans 6 mois, alors si vous voulez ça, ça voudra dire ça, bon, alors et c'est ça qui va finalement faire le temps, différence. parce qu'on ne l'avait pas prévu comme ça au départ, on n'y pensait pas. Du coup, je vais en profiter. Fabien and Carl explained me last night that for minis, you have a lot of experience, and there is different plastic, there is different way to work on the mold, there is different things to take care about. For example, you explained me that if I want the minis with a arm like this, it's not the same way to think about if I want another minis with the arm like that. Could you tell us more about that? Donc je demande à Carl et à Fabien de nous en dire un petit peu plus justement sur cette fabrication des figurines, puisqu'il me disait qu'il y a différents moules, il y a différentes façons de le créer, il y a différents plastiques, il y a différentes façons de voir la figurine avec un bras à part, et puis après il faut le mettre. Si le bras il est comme ça ou si le bras il est comme ça, on peut faire un moule entier ou des moules différents. Est-ce qu'on peut avoir un tout petit peu plus d'informations sur la fabrication des figurines? Yeah, there are many things to consider when creating a miniature. So usually we use PVC plastics. The degree of the hardness is important for the detail. So the harder the plastic, the more detail you can get in the miniature. Okay. However, if you have parts that are very thin, so example a long sword or a mouse that has a tail, the plastic has to be softer so it doesn't break off. So we have technicians who are very experienced to determine what is the right amount of hardness to be able to remove the plastic from the mold without breaking. Or if, like you said, the arm, for example, is like this and there's a gap, and then there's the undercut, and it's not possible to actually mold it in one piece. So if you really want it like that, then we have to create 2 pieces in the mold and then assemble afterwards. That will, of course, increase the tooling cost because it will take up more space in the mold. Donc, effectivement, il y a plusieurs types de plastiques qui sont utilisés, dépendamment si on utilise un plastique qui est plus dur, ça va permettre beaucoup plus de détails. Par contre, si c'est quelque chose de très mince comme une épée, une lance ou des trucs comme ça, c'est mieux d'aller avec un plastique plus mou pour éviter qu'éventuellement ça brise. Parce que c'est souvent des jeux miniatures, c'est plus cher, avoir des défauts de pièces parce que c'est brisé, tout ça, c'est plus choquant. Donc, c'est vraiment avec notre spécialiste plastique, quand ça va être rendu à cette étape-là, va vraiment donner des recommandations très spécifiques pour éviter ces bris-là. Par la suite, aussi au niveau uniquement du positionnement ou du graphisme, de la sculpture. De la pièce, exactement. S'il n'y a vraiment pas beaucoup d'espace dans une région, ça fait que c'est extrêmement difficile et complexe pour pouvoir le faire. C'est beaucoup mieux de le faire en 2 parties plutôt qu'une partie pour la figurine. Évidemment, plus qu'il y a de parties, plus qu'on ajoute d'étapes, ça fait que c'est plus dispendieux. Par contre, on a plus de détails. Donc, l'éditeur a un choix à faire sur qu'est-ce qu'il veut vraiment comme produit final. Alors, on a un chatter en ligne sur le chatroom qui du coup doit avoir une petite idée d'exemple, puisque ça le fait sourire. Il explique, il dit « The Rat Tails Case ». Donc, il doit y avoir quelque chose là-dessus. Je ne sais pas si c'est du Mice and Mystic peut-être, je ne sais pas, mais il doit savoir, il doit penser à quelque chose. Forcément, il y a des tas d'histoires dans le domaine du jeu par rapport aux figurines qui ont été faites d'une façon ou d'une autre. On commence déjà à avoir une belle interview, je ne vais pas les retenir trop longtemps, ils sont aussi en déplacement professionnel. On va passer sur peut-être le dernier élément, à moins que vous n'ayez des questions, qui serait sur le prix. Vous nous avez dit que le prix que la figurine risquait et la façon dont c'était fait allait avoir, c'est un des points les plus importants dans les jeux avec des figurines, un impact fort sur le prix. Du coup, j'ai envie de poser la question, alors certainement un peu naïvement, quel est le prix en gros d'une figurine? Alors je vais la dire en anglais parce que du coup la réponse pourrait être intéressante dans les 2 cas. They told us that depending on minis on board game, the price will be very, very different. There is a big impact on the price with the minis. So maybe I'm a bit naive, but I will ask the question. However,
what is the price of a Mini? There are many factors to consider when determining the price for a miniature. It's not just the size, but it's also the complexity and it's also the quantity at which they are ordered. So it really varies between maybe 5 to 10 cents to up to maybe 50 cents per miniature. But it's hard to lock down a specific price without having all the details for the project. Effectivement, c'est très difficile parce qu'il y a tellement de facteurs qui viennent impacter là-dessus. La grandeur des figurines, ça va prendre combien de moules au total? Et est-ce qu'il faut assembler les figurines ou non? Est-ce que ça va être des figurines qui vont être peintes ou non? Est-ce que c'est un projet pour 1000 figurines ou c'est un projet pour 20 000 figurines? Ça peut tripler les coûts de production d'un projet à l'autre, donc c'est vraiment du cas par cas. C'est pour ça que souvent, pour les projets Kickstarter, on recommande, avant d'annoncer le projet, de communiquer avec nous pour au moins avoir une idée quels sont les temps de production réalistes et également quel peut potentiellement être le coût du projet final. Évidemment, ça change souvent en cours parce que c'est encore en création et tout ça. D'autres éléments. Exactement. Ce qui fait que pour essayer de réduire le plus possible les problème de délai, si on veut, ou de finalement, désolé, mon projet n'est pas viable pour telle raison, des trucs comme ça. Ouais. Alors c'est effectivement, Monsieur Tastaf nous dit sur le chat que il comprend bien ce que vous expliquez par rapport au temps de fabrication et même au temps de conception, presque on pourrait dire, d'accompagnement du projet. Mais pour lui, les mots sont cash, donc on sent aussi peut-être certainement le pledger de KS. Il trouve que c'est au moment du coup du lancement du Kickstarter qu'il ne faut pas mentir par rapport au délai. Alors, je pense que peut-être on peut rajouter aussi que pour beaucoup, en tout cas c'est ce que vous me confiez aussi, il y a un KS qui est un peu comme un rêve. Tout d'un coup, le KS est réussi, l'argent est là, et puis ce rêve doit se concrétiser. Exactement. Donc alors peut-être, je ne suis pas en train de faire là pour le coup trop le mode bisounours gentil, tout le monde il est bon. Il y a, je pense, un certain nombre de rêveurs ou de gens qui arrivent, comme vous le disiez, sans expérience et qui ne pensent pas à mal en disant dans un an le jeu il est là et au final avec tout ce qui se fait et tous les allers-retours qu'il va y avoir, ça va prendre 2 ans après. Après il y a peut-être des professionnels qui du coup pensent ouais on va bien y arriver et puis au final non parce que le projet est plus compliqué que ça. Est-ce que vous avez, demande Monsieur Heinz, est-ce que vous avez une limite dans le nombre d'exemplaires que l'on peut vous demander? Est-ce qu'on peut arriver en disant, voilà, j'ai besoin de 50 figurines ou j'ai besoin de 30 000 figurines? Pour un jeu? Pour un jeu. Ça, il n'y a pas de limite à le volume qu'on peut faire. Par contre, comme je disais, c'est sûr, plus que la quantité est petite, il y a quand même le moule qu'il faut payer. Tout ça, donc, le prix par figurine va être plus élevé parce qu'il n'est pas soutenu par une production plus grande. Mais oui, tout est possible. Même s'ils veulent faire des versions géantes ou des trucs comme ça, c'est faisable. Après, c'est uniquement une question de coût. Une question de coût. Je vais, en attendant de voir s'il y a d'autres questions sur le chat, poser une dernière question. Je vais la faire en français et puis je vais tenter de la traduire après en anglais. Comme vous le voyez, après, la façon de trouver les mots de vocabulaire est parfois un peu compliquée. Est-ce que du coup, on sent aussi on a l'impression aussi, que avec tous ces différents projets qui viennent du Kickstarter, qui viennent de l'édition classique, les projets peut-être ne peuvent pas passer par la case fabrication tous en même temps. Parce que j'imagine qu'une machine, il faut la calibrer. J'imagine que la machine, il faut lui mettre son moule. Et puis une fois que c'est terminé, on a fait la quantité, on passe à un autre moule. Alors je ne sais pas combien il y a de machines, mais j'imagine que s'il y a 5 machines et 10 projets, ça veut dire qu'il va falloir faire 5 projets d'abord, donc il y a 5 projets qui attendent, et puis ensuite 5 projets. Même si les projets sont bien pensés, il y a ce délai-là à prendre en compte. Est-ce que c'est pas trop difficile? So I will try to translate the question in English. I assume there is not that much machine engine in order to product minis. Maybe I think it's simpler for cards or for board game or something like this. So we're going to just focus on minis. But I assume there is not that much machine and so forth. And of course, maybe we need time to have a mold and the mini being produced. And then we have to change the mold and to do another project. And that takes time. That means, for example, I don't know if it's
exact. Of course, it's just an example, but I have 5 machines, so I have 10 projects. Then I have to Prioritize to manufacture minis for 5 projects first. That means the 5 other projects have to wait, and then we change the mold, and then we can do the last 5 projects. Is it reality for Panda Games or not? There's really no queue like that. So in the mass production time that we estimate, all of that is with calculated. So once we have approved all the samples and once we have begun mass production, it really doesn't take much longer than maybe 2 months, 8 weeks, 8 to 10 weeks. For complicated miniatures, it might be 8 to 12 weeks. But really the bulk of the delays happen before we begin mass production. And then you have to think about that the creation of the mold itself also takes about 1 month. So it is a long process to create, but as you compared it with cards, once we actually have the machine set up, it is just as easy as printing cards because you just produce the plastics. Donc, exactement, c'est pas tant le temps de production pour fabriquer les figurines. Souvent, la plus grande partie d'attente se fait avant. Des confirmations, uniquement pour créer le moule, ça peut prendre 1 mois. Donc, mais une fois que tout ça est fait, au niveau de la production, ça va relativement rapide. Et une fois que tout est calibré, la production est rapide. Le temps de calibration prend du temps et tous les préparatifs avant. Mais une fois que la production est lancée, souvent dans les jeux de figurines, il y a beaucoup de figurines, donc c'est vraiment un travail à la chaîne, donc ça va relativement rapidement. Donc c'est une fois, avant de partir en production de masse, c'est là qu'il y a les plus grands délais. Par contre, une fois que ça c'est terminé, on sait très très proche quel va être le délai total et quand le jeu va être fini, assemblé et tout ça. Donc, on sait quelques mois d'avance exactement, là, à quelques semaines près, le produit final va être prêt à quel moment. En temps moyen, de figurines simples à figurines compliquées, le moule est terminé, la préparation est faite, on s'est bien mis d'accord, etc. Et ça, rien que ça, j'imagine que ça peut déjà prendre 3 mois, 6 mois. Bref, oui, exactement. Ce temps-là est très long. Oui. Le moule est fabriqué, on est bien d'accord, c'est parti. Entre le moment où le moule est fabriqué et le moment où les figurines sont prêtes, en fonction de la difficulté de la figurine, on dit combien de temps? Ça peut être autour de 2 semaines. 2 mois, excusez. D'accord. Vraiment tout produire, parce qu'on fait aussi des validations. Donc, on envoie avant de tout assembler pour s'assurer que la qualité, pour éviter que les punchboards soient décalés ou peu importe. Donc, c'est vraiment pour assurer des contrôles qualité à différentes étapes. Donc, le projet total peut prendre 6 mois. Par contre, vraiment, la fin, quand on arrive, on s'est tout mis d'accord et tout ça, ça peut prendre environ 2 mois. Après, j'imagine qu'il y a aussi les délais de shipping. Donc, il y a le temps de faire venir ensuite les figurines, éventuellement de les assembler. Donc, voilà, on comprend quand même bien que tout ça, c'est assez complexe. Au mieux, les choses sont prêtes avant. Au mieux, les délais pourront être respectés, même si on est bien conscient qu'il peut y en avoir. Si jamais... et ce sera ma dernière question parce que voilà, là ça y est, je vous ai tenu largement plus que les 30 minutes prévues. Si jamais il y a un problème, on a validé le mauvais fichier, on s'est trompé, c'était pas celui-là, ou alors boum, il y a une erreur, ou comme tu le disais, il y a un décalage, ça provoque donc un accident. Et pas forcément, je suis pas en train de dire qui est coupable, peu importe. Dans le projet. C'est ça, il y a un problème, boum. De combien de temps ça va impacter la sortie du jeu, on va dire? Ça dépend vraiment du type de problème. Nous, on fait 3 validations. On reçoit les fichiers, tout ça, on valide avec l'éditeur. Donc, déjà là, les fichiers, on s'assure qu'on est exactement sur la même page. Ensuite, avant de partir en production de masse, exemple des pré-moules et des trucs comme ça, on envoie une copie finale qui est faite par une autre machine, c'est pas les grosses presses et tout ça, qu'on envoie pour vraiment avoir une bonne idée quel va être le produit final. Seconde fois que c'est approuvé. Après ça, production de masse, on produit le projet au complet. Par contre, tout est en train de sécher, c'est pas encore assemblé. On prend la première copie, on l'envoie directement à l'éditeur pour qu'il voit le produit final de la presse. Comme ça, même à ce moment-là, s'il y a des modifications à faire, un problème, dimension de figurine, mauvais dé, on peut encore modifier un peu. Exactement, on peut modifier,
Ça réduit énormément le temps. Pas besoin d'ouvrir toutes les boîtes, pas besoin de réinsérer des trucs, réemballer. Donc déjà là, ça sauve beaucoup de jours, à voire 1 à 2 semaines. Donc, et quand on sait également un jeu est prêt, terminé, tu parlais des transports tantôt, on prévoit déjà le service logistique dès que le jeu va être terminé pour éviter les délais. Et une des raisons pourquoi on a l'impression que les projets Kickstarter, des fois, ont plus de délais, c'est au niveau des communications, c'est très, très transparent de chacune des étapes. Par contre, un éditeur, des fois, il va annoncer sa sortie alors que la production de masse commence. Donc, il y a beaucoup moins de chances qu'il y ait des différences de temps, de transport ou des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment une façon très différente de travailler. Écoutez, on a fait un grand tour. Fabien, I hope with our French talking, it's not too long for you. Fabien, thank you so much. Merci beaucoup à Karl, merci beaucoup à Fabien. Je trouve vraiment qu'il y a un intérêt à comprendre encore mieux la façon dont tous ces projets fonctionnent au point de vue du fabricant. Une fois encore, on pourrait presque imaginer, pourquoi pas, à Trick Track, une table ronde où il y aurait des représentants de Panda Games ou d'autres manufacturiers, c'est pas le souci, des gens qui sont venus avec un KS, mais juste une idée dans la tête, et puis au final, ça a pris bien plus de temps. On se rend compte clairement ici que c'est bien plus complexe que simplement de dire une figurine, ça coûte 1 € à produire, et puis ça prend 3 semaines. Et puis ensuite, une carte, ça coûte 10 centimes, et on a besoin de 2 jours. C'est beaucoup plus compliqué que ça. En tout cas, c'est ce qu'on vient de comprendre avec l'intervention de Panda Games. Une fois encore, merci beaucoup, Karl. Merci beaucoup, Fabien. Guillaume. Puis, j'espère que ça a aidé vraiment beaucoup de gens parce que je sais qu'il y a tellement d'idées, de création et tout ça. Donc, j'espère que ça vous a été utile. Un grand merci à tous. On va juste mettre en silence, histoire que nos invités puissent se lever et quitter le champ de la caméra.